continue à en parler évidemment de cette élection et de ce grand rendez-vous phare de la primaire démocrate avec notre invitée du jour, Céleste Chek. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes présidente de l'American University of Paris. On va peut-être regarder une image, c'est celle du grand vainqueur de cette nuit, évidemment. Je disais à l'instant, et ça vous faisait beaucoup rire, il a ressuscité la nuit dernière Joe Biden. Joe Biden qui savourait sa victoire la nuit dernière devant ses supporters de Los Angeles, l'ancien vice-président américain, qu'on disait presque mort il y a à peine une semaine. Ça, c'était avant les ralliements de 3 poids lourds, notamment, avant ce Super Tuesday. Elle vous a surprise, vous, cette remontée fulgurante? Je crois que ça a surpris tout le monde, en fait, parce que la semaine dernière, avant la Caroline du Sud et avant la décision, je vais dire patriotique de Buttigieg et aussi de Klobuchar d'arrêter leur campagne, on n'y aurait pas pensé quand même. Patriote seulement, vous ne pensez pas que l'establishment démocrate a un peu mis la pression en coulisses? Il y a les bruits qui courent, qui disent que peut-être c'est le cas, mais je pense que le moment était venu pour que les démocrates commencent à s'unifier un petit peu autour d'un candidat ou deux. Il y avait trop de choix et les électeurs attendaient pour voter. Beaucoup d'électeurs ont attendu le jour même du Super Tuesday. Alors, c'est vrai, parce qu'aux États-Unis, il faut le rappeler, il y a ce qu'on appelle un early voting. On pouvait voter depuis déjà le 18 février dernier pour Super Tuesday. C'est un processus assez long, finalement. Il y a 2 hommes, évidemment, qui font la course en tête maintenant. Oui. Il y a l'ancien ex-unique et grand favori Bernie Sanders, qui reste malgré tout en tête, et Joe Biden, qui remporte donc 10 des 14 États qui étaient appelés à voter l'année dernière. Finalement, ce duel, on l'avait un peu annoncé aussi ces derniers mois. Oui, mais je pense que ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a eu un tournant quand même. Je pense que ça se voyait déjà avec les caucus de Iowa et aussi le primaire de New Hampshire. Tout le monde attendait un petit peu pour voir comment est-ce que les démocrates vont se situer entre ces 2 ailes, on va dire, du parti. Et là, je vais dire depuis New Hampshire, je pense que beaucoup de conversations se sont eues derrière les portes et peut-être ça a créé cet élan pour Biden. On dit que le Super Tuesday permet de faire émerger un visage, un leader du parti. C'est pas vraiment le cas finalement aujourd'hui, puisque ce sont 2 hommes qui ressortent. Oui. Et cette fracture qui est toujours là, on n'a pas tant avancé cela finalement. Non, et cette fracture va être au crédit, va être utilisée par les républicains, ça c'est clair. Ce qui est à voir maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe dans la Californie. Ça va prendre des jours et des jours. On continue à dépouiller effectivement en Californie. On continue, et puis ils reçoivent les votes, même les votes en absence, jusqu'au jour de Super Tuesday. Donc on peut s'y attendre de 4 jours, peut-être même encore, avant de savoir comment ça sera divisé, les délégués. C'est un État qui a déjà posé problème par le passé, la Californie, premier État américain, le plus riche, le plus peuplé aussi. C'est un indicateur, il fait partie évidemment des États clés, celui sur lequel peut-être Bernie Sanders a le plus misé, pas vraiment Joe Biden. Et quand on voit les résultats qui nous sont communiqués pour le moment, je le disais, on continue à dépouiller. Sanders, certes, arrive en tête, mais l'écart entre les 2 hommes est pas si conséquent que cela. Non, c'est à peine 10 points, 9 points, je pense, maintenant. Ça, c'est une défaite pour Sanders qui a beaucoup misé sur la Californie. Il y a eu pas mal de défaites pour Sanders, si on regarde tous les États. Il a perdu le Oklahoma, il a perdu quand même le Texas, sur lequel il avait misé également. Exactement. Le Maine, vous venez de dire 10 États, donc ça veut dire le Maine s'est décidé pour Biden? Oui, visiblement, oui. D'accord. Voilà. 10 des 14 États qui tombent dans l'escarcelle de Joe Biden au moment où l'on parle. On est à mi-parcours, on disait tout à l'heure avec Virginie Hertz, notre chroniqueuse internationale. Le Super Tuesday est certes censé donner une tendance, mais on n'est pas encore arrivé au bout du tunnel. Le bout du tunnel, ce sera en juillet prochain avec la convention démocrate. Et il peut encore se passer beaucoup de choses, selon vous? Ah oui, absolument. Et on a beaucoup de travail à faire maintenant, je pense, que les démocrates, maintenant, doivent voir s'il y a une voie vers novembre qui va être plus unifiée. Si Biden pourra amener avec lui tous les jeunes qui ont voté pour Bernie. Déjà, il faut attendre tous les résultats de Super Tuesday, mais si Biden a un petit lead, s'il est avant, s'il prend le devant, je pense que l'important, ça va être de rassurer la partie très progressive, très à gauche du parti, de se joindre à lui et de venir voter en novembre. Vous pensez que demain, les jeunes qui ont fait le choix de Bernie Sanders et finalement aussi d'un renouveau
pourraient se rallier à Joe Biden. Ça paraît difficile quand on les entend. Alors ça, on va avoir beaucoup de débats sur notre campus à ce sujet dans les mois à venir, parce qu'à l'American University of Paris, on a presque 500 étudiants qui ont la nationalité américaine, donc qui peuvent voter. Qui ont voté? Absolument. J'ai vu depuis 2016 jusqu'à 2018, jusqu'à aujourd'hui, une sorte de ressurgence d'intérêt parmi les étudiants pour voter. Donc, on a plusieurs organismes sur le campus qui sont en train d'inscrire les étudiants sur les listes électorales, de les aider à avoir leur scrutin par procuration. On ne le fait pas par procuration aux États-Unis, mais en absentia. Donc, il faut c'est le vote de l'étranger, finalement. C'est le vote de l'étranger, exactement. Mais le campus est assez intéressé par ce qui se passe et je pense qu'il y aura pas mal de débats. Et ça va prendre beaucoup pour que ces jeunes reconsidèrent à donner leur vote à Biden. Une jeunesse très mobilisée, finalement. On va peut-être revoir l'image de ces deux hommes, une jeunesse qui va sûrement avoir à choisir entre deux hommes très âgés. Ce sont les seniors de la campagne démocrate. Qu'est-ce qu'ils en disent, ces jeunes? Il y avait un outsider qui a renoncé il y a quelques jours, c'est Pete Buttigieg. Il avait 37 ans, Pete Buttigieg. Là, aujourd'hui... on est loin du renouveau souhaité par certains. On est loin du renouveau, mais je crois que les démocrates sont unifiés autour d'une chose. Qui peut battre Trump en novembre prochain? C'est un peu l'enjeu final, effectivement. Exactement. Et donc, ils ont choisi, ils ont décidé... les électeurs ont écarté un petit peu les personnes qui pensaient ne pouvaient pas. Et finalement, on est tombé sur ces deux-là. Mais ça veut dire que la prochaine fois, ça sera quelqu'un de beaucoup plus jeune et peut-être quelqu'un avec des idées bien plus nouvelles. Une femme, peut-être? Elisabeth Warren a subi une lourde défaite dans son propre État. Je suis un peu étonnée par la nuit dernière. Vous pensez qu'elle va renoncer dans les heures qui viennent, les jours qui arrivent? Elle dit que non. Elle dit qu'elle va aller jusqu'au conference, le congrès des démocrates cet été. Elle dit qu'elle veut aller jusqu'au bout parce qu'elle veut avoir un impact sur la plateforme du parti. Je suis un peu étonnée quand même qu'elle n'a pas eu plus de votes, qu'elle n'a pas eu plus de succès, qu'elle n'a pas emporté le Massachusetts. La faute à quoi, selon vous? Je ne sais pas, mais je crois que les électeurs sont en train d'essayer de trouver qui peut vaincre Trump. Et ils pensent que c'est un homme qui peut le faire uniquement. Ils pensent encore que c'est un homme, et un homme blanc. Un homme blanc. On a vu aussi que les candidats de couleur sont sortis assez vite du campagne aussi. Ils étaient très nombreux. La campagne démocrate a enregistré un record de candidatures cette année, il faut le redire. Oui. Peut-être un mot des minorités. On sait que l'électorat minoritaire, le candidat qui sera désigné à la Convention, évidemment, va se concentrer sur lui. Alors, les minorités, c'est très vaste et puis c'est aussi très complexe. Certains votent républicains, d'autres démocrates. Il y a le vote afro-américain, il y a le vote latino aussi. On va tenter de les séduire. On a déjà commencé, d'ailleurs. Oh oui, Bernie a déjà commencé à bien séduire, je pense, la population latino. Mais Joe Biden a, peut-être à cause de toute sa connexion avec Obama, l'administration Obama, il a la confiance quand même. Et si on regarde la Caroline du Sud, qui est quand même un État avec une forte population d'Afro-Americans, je crois qu'ils ont montré un peu la voie aux démocrates, un petit peu. Et on voit que ça a été refait dans tout le Sud. Dans tout le Sud, l'Alabama, Arkansas, Caroline du Nord, etc., etc. Donc, je crois que le parti aussi attendait un petit peu pour voir pour qui ils allaient voter. Vous citez Barack Obama. Il manque encore aux Américains, l'Américaine que vous êtes? Je pense. Il est toujours dans le cœur. En tout cas, il plane toujours sur cette élection. Il est derrière. C'est le point de fer derrière, là. Je pense qu'il a pour quelque chose dans toutes ses décisions de ces derniers jours. Il est toujours la tête du parti et il aura son mot à dire. On dit en tout cas qu'il a poussé pour ses ralliements en faveur de Joe Biden ces derniers jours. Merci beaucoup, Céleste Schenck, d'avoir été notre invitée du jour. Vous restez évidemment avec nous. On se retrouve dans quelques instants.